Pardon, je suis en retard, on perd pas plus de temps, on y va directement, vous l'avez réclamé, aujourd'hui, nouvel épisode de DTissimo. On va retourner faire un petit tour sur les forums santé, pour voir ce qui se raconte de beau, et de moins beau. J'aime bien, mais je sais pas, on est un peu à l'étroit, non? C'est cool, en plus j'ai ma cabane là, qui est hyper cool, on serait tellement mieux là-bas pour discuter. Attendez. Je tente un truc. Ah bah voilà, on est mieux là, non? Voilà, donc c'est ici que ça va se passer maintenant. C'est cool, hein? Petite déco sympa et tout. Ah ouais, mais du coup, je vous laisse faire le tour. Je vais me changer, je reviens après le générique. Et ouais, vous avez vu, nouveau décor et nouveau générique. Et si vous avez été attentif à la fin du nouveau générique, vous avez vu le nouveau logo. Il y a même 2 nouveaux logos. Mais attention, c'est pas tout, il y a aussi une nouvelle blouse. Stylé, hein? Oui, alors, vous l'avez vu à la fin du nouveau générique aussi, mais attention, sur mesure et tout, hein, comme tout le reste en fait. Tout a été concocté aux petits oignons par une équipe triée sur le volet. Je vous raconterai tout ça sur mes autres réseaux sociaux, donc je vous conseille de vous abonner. Mais je vous sens impatient, je sens bien là que vous êtes fébrile, que vous frétillez, vous êtes venu parce que vous voulez du DTissimo. Eh ben je vais vous en donner, c'est parti, allez. Bonjour, on m'a toujours dit que le cancer était non contagieux, mais je trouve que la leucémie est une exception. Par exemple, si je donne du sang atteint de leucémie à quelqu'un qui doit recevoir du sang après un grave accident, va-t-il contracter la leucémie lui aussi? Ah, oui. D'accord. Bon, ben on y va. Alors déjà, pour être très clair, d'emblée, le cancer, ça n'est pas contagieux. Y compris la leucémie, du coup, hein, qui est une sorte de cancer du sang. Après, il y a certains trucs, certaines infections, par exemple, qu'on peut retrouver dans le sang et qui peuvent provoquer certains types de cancers. Du coup, est-ce qu'il y aurait un risque de les transmettre pendant une transfusion et que ça finisse par donner un cancer à la personne transfusée? Eh ben, il y a des études qui ont été menées sur le sujet et aucune n'est arrivée à cette conclusion. Et de toute façon, pour répondre à la question, ces histoires d'infection-là, ça concerne même pas les leucémies. Donc bon. Par contre, pour donner son sang, il faut être en bonne santé. Pour protéger ceux qui vont être transfusés, mais aussi pour protéger les donneurs et les donneuses. Oui, parce que si t'es déjà affaibli par une maladie et qu'en plus on vient te prendre ton sang, bof. Donc, à quelques exceptions près, en France, si on a un cancer, y compris une leucémie, donc, on peut pas donner son sang. Même si on est en rémission. Ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est comme ça. Bonjour, j'aimerais savoir si en France on pratique l'hyménotomie. Je me suis marié il y a 4 mois et impossible de consommer le mariage. J'ai vu une gynécologue qui m'a dit que mon anatomie était très étroite et que l'opération serait peut-être nécessaire. Je voudrais faire l'intervention en France, mais je trouve pas. Si vous avez des pistes, ça serait génial. D'accord, donc on change de registre là. Alors déjà, avant de parler de l'hyménotomie, on va parler un peu de... L'hymen, c'est une membrane, c'est un repli de la muqueuse vaginale qui se trouve autour de l'orifice du vagin, et parfois qui bouche plus ou moins l'entrée. Juste, petit aparté, vous avez déjà entendu dire que quand on a un vagin, on saigne forcément après le premier rapport sexuel, parce qu'il y a un truc qui se déchire. Et ce truc qui est censé se rompre, cette espèce de scellé là, de garantie de virginité, qu'est-ce que c'est? C'est l'hymen. Bah oui, sauf que non, pas du tout. Énorme bullshit. Pourtant, on trouve encore ça écrit texto dans certains dictionnaires. Pas dans celui de l'Académie de médecine, par contre. Mais ça fait pas longtemps. Alors, pourquoi bullshit? Bah, déjà parce que la majorité des vagins est équipée d'un hymen, mais pas tous. Et puis ensuite parce que des hymens, il y en a de plusieurs tailles, de plusieurs formes différentes, plus ou moins élastiques, donc il se déchire pas forcément. Parfois, il peut juste s'élargir un peu ou se détendre, mais on reparlera de ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous mets quand même dans la description de la vidéo un lien vers un TEDx super clair qui a été fait sur le sujet. Et donc, pour répondre à la question initiale, l'hyménotomie, c'est le fait de couper un petit peu l'hymen. Oui, quand vous voyez ectomie dans un mot, ça veut dire qu'on retire un truc, mais quand vous voyez otomie, ça veut dire qu'on fait une espèce d'ouverture. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, des hymens, il y en a un peu de tous les styles et de toutes les formes, comme tous les autres organes du corps humain en fait. Mais attention, il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer que les rapports sexuels sont difficiles, comme le vaginisme par exemple. Mais ça aussi, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc du coup, avant de vous faire opérer, consultez bien un ou une gynéco pour être sûr que le souci vient bien de l'hymen. Et n'hésitez pas à prendre plusieurs avis. Je me prive de magret fumé jusqu'à février 2023. Là, j'avoue que
C'est un sujet qui date de décembre dernier et qui est dans la rubrique psychologie. Je sais pas quoi dire. J'ai fait des recherches, hein. J'ai essayé de voir si c'était une expression ou si c'était une espèce de métaphore d'un truc. J'ai rien trouvé. J'ai même regardé si l'excès de magret fumé, ça pouvait pas par hasard provoquer des troubles psychiatriques. Non plus. Bon. Donc là, je sais pas de quoi on parle exactement. Alors, à part que, a priori, à l'heure actuelle, la personne en question a repris la consommation de magret fumé, vu la date. Si vous avez une idée, je vous écoute. Bonjour, est-ce que le stress peut provoquer de l'apnée du sommeil? Ah! L'apnée du sommeil. Ça, c'est un sujet hyper intéressant parce que ça peut littéralement vous épuiser, mais vous pouvez l'avoir sans même être au courant. Je vous invite à retourner voir la vidéo qu'on avait fait sur le sujet avec Ben de Nota Bene, parce qu'il explique tout ça très très bien, et surtout, il raconte comment ça a changé sa vie depuis qu'il a trouvé ce qu'il avait. Alors, pour ce qui est du stress, clairement, c'est le genre de truc qu'on retrouve dans tous les troubles du sommeil. Mais a priori, pour l'apnée du sommeil, ça joue pas tellement. Ce qui peut causer des syndromes de l'apnée du sommeil, c'est plutôt des trucs morphologiques en fait. Genre le surpoids, des problèmes ORL ou des histoires au niveau de la langue ou de la mâchoire par exemple. Mais si vous avez un doute sur le fait que vous faites de l'apnée du sommeil, surtout parlez-en à votre médecin et faites un test de dépistage, vraiment ça vaut le coup. Et tant qu'à faire, faites quelque chose pour votre stress aussi, ça fera pas de mal. Est-ce que le gland de lait existe vraiment? Le gland de lait, vous connaissez non? De la même manière qu'on a des dents de lait, le gland de lait, c'est le petit bout de chair provisoire que les enfants ont au bout du pénis. À la puberté, il tombe de lui-même, ou alors on l'arrache en l'accrochant à une ficelle elle-même attachée à une poignée de porte, vous connaissez sûrement le truc. Et puis la forme définitive repousse. On appelle ça le gland de sagesse. Alors, est-ce que ça existe vraiment? Mais non, pas du tout, c'est une légende urbaine. Je dis ça sans jugement, mais je dis ça très sérieusement parce que j'ai vu passer plein de questions là-dessus, il y a des gens qui y croient vraiment. Le gland de lait, ça n'existe pas. Donc, pour que les choses soient bien claires, read my lips, le gland de lait, ça n'existe pas. Vous imaginez la gueule de la petite souris? Bonjour, j'ai 16 ans et mon pénis mesure environ 5 cm au repos. Mais, en érection, il devient entre 18 et 20 cm. J'ai entendu parler du pénis de sang, mais j'aimerais avoir plus d'informations. Va-t-il devenir gros au repos? Est-ce que c'est un problème de puberté? J'attends avec impatience votre réponse. Merci. Après le gland de lait, le pénis de sang, donc. Alors, légende urbaine? Eh ben non. Ça existe, vraiment, le pénis de sang, par opposition au pénis de chair. Non, pas celle-là. Mais alors, c'est quoi ça? Pénis de chair, pénis de sang. Je suis un pénis de chair, un pénis de sang. Un pénis de chair, c'est un pénis qui a une taille en érection qui est assez proche de sa taille au repos. Il grossit un peu, il s'allonge un peu, mais pas beaucoup, il gagne surtout en rigidité. Et donc le pénis de sang, dont nous parle notre camarade là, à l'inverse, sa taille, elle augmente de façon plus spectaculaire avec l'érection. Ok, mais de là à passer de 5 à 20 cm, figurez-vous qu'une étude a été menée sur le sujet. Cette étude, elle a d'abord permis de confirmer l'existence de ces deux types de pénis. Le pénis de chair et le pénis de sang. Les showers et les growers. C'est une étude américaine, c'est pour ça. Mais on a aussi appris d'autres trucs. D'abord, les pénis de sang sont une minorité. Du coup, quand ils se croisent, ils se checkent, genre... Wesh, ça va le sang de la verge. C'est faux, j'ai tout inventé. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que les 3/4 des personnes étudiées ont un pénis de chair. Et ils gagnent en moyenne 3,1 cm en érection contre 5,3 cm pour les pénis de sang. Donc on est loin des 15 cm gagnés par notre ami là. Mais bon, ça reste des moyennes. Autre enseignement, la taille moyenne des pénis de chair en érection est de 13,1 cm contre 15,5 cm pour les pénis de sang. Ça voudrait dire que tout le monde part à peu près de 10 cm au repos, mais que les pénis de sang y grossissent plus et qu'au bout du compte, ils sont plus longs. Mais pour en revenir à notre camarade qui se demande si ça va changer en grandissant, enfin en vieillissant. La même étude a démontré que les porteurs de pénis de sang sont généralement plus jeunes. Et célibataires aussi. Est-ce que ça veut dire que ça va changer quand il va prendre de l'âge et qu'il va se marier? Pas sûr. Bon alors attention, l'étude va avoir besoin d'être confirmée par d'autres études parce qu'elle a été menée sur un panel de la population pas vraiment représentatif, mais quand même on apprend des trucs. Et surtout, n'oubliez pas ce truc important, des pénis. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes. Comme on l'a dit tout à l'heure pour l'hymen et pour les vulves de manière générale. Donc aucun complexe à avoir, chacun est différent, chacun est normal. Chacun sa vulve, chacun son pénis. Chacun sa vulve, chacun son pénis. Voilà, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour DTC, et en plus de ce changement
esthétique, d'image, il va y avoir aussi d'autres changements. On va continuer, bien sûr, les sujets classiques, les sujets habituels sur la santé au sens large et le corps humain en général. Mais comme j'ai dit souvent, tout est lié. Et la santé, c'est pas juste la santé physique. Donc on va parler un peu plus souvent de santé mentale et de santé sexuelle. Tout ça, ça va être en plus. Donc il va y avoir plus de vidéos, mais tout ça, c'est pareil, j'en reparlerai un petit peu sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Mais là, tout de suite, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite, donc pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.